pendant quelques décennies, la mondialisation a eu les vents en poupe. On pensait que c'était un processus qui était en train de balayer tout et qui était, disons, un mouvement à la fois économique, technologique, culturel, qui était en train de transformer la planète de manière irréversible. Depuis quelques années, on a l'impression que ce mouvement est en train de s'arrêter. Un peu partout, on a des retours en arrière, des retours aux guerres commerciales, on élève de nouveau des frontières, on remet en discussion tout un tas de choses qui étaient liées à la mondialisation. Et donc voilà, est-ce que notre question, et c'est la question que je pose à nos invités, déjà, est-ce que c'est une impression que ce mouvement de la globalisation, de la mondialisation est, sinon en panne, en tout cas en train de ralentir de manière très nette, ou alors non, et quelles sont les raisons, et peut-être pour pouvoir répondre à ça, d'où vient ce mouvement de la mondialisation, quand a commencé, et de quoi on parle quand on parle de mondialisation? Je vais commencer par vous livrer un secret à propos de la mondialisation. Vous savez, à l'université, quand on a envie de coller un étudiant, on lui donne comme sujet la définition de la mondialisation. Et on est sûr comme ça que s'il est excellent, il aura 6 ou 7 sur 20, parce qu'il aura évidemment loupé l'essentiel, sinon évidemment les affres seront encore pires. En fait, il y a des centaines et des centaines de livres sur la mondialisation, mais il n'y a jamais eu de consensus dans la communauté scientifique, celles et ceux qui travaillent sur ce sujet, pour se retrouver sur une définition commune de la mondialisation. Et c'est pour ça qu'il y a tant d'équivoques, tellement de malentendus sur cette mondialisation. Il est faux de considérer que la mondialisation est d'abord économique. La mondialisation, elle est d'abord technologique. Elle est d'abord liée à la révolution des communications. Elle est liée au fait que maintenant on peut directement communiquer, quel que soit le lieu, quelle que soit la personne que l'on cherche à joindre. La deuxième erreur, c'est qu'il n'y a pas une mondialisation. Et justement, parce que certains partent d'une vision économique de la mondialisation, ils considèrent que la mondialisation, c'est l'accomplissement du néolibéralisme. Non. Il peut y avoir une mondialisation de droite, une mondialisation de gauche, il peut y avoir une mondialisation libérale, il peut y avoir une mondialisation régulée. Alors, qu'est-ce qui caractérise celle-ci? Quels sont ces trois symptômes que je vous offre comme point de départ de notre réflexion? C'est l'inclusion, c'est l'interdépendance, c'est la mobilité. L'inclusion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la première fois depuis Adam et Ève, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons affaire à un monde unique. C'est-à-dire un monde qui inclut tout le monde. Qui inclut tout le monde, sauf peut-être les Palestiniens, mais tout le reste de l'humanité est inclus dans un seul et unique système international. L'interdépendance, c'est une confidence que m'a faite M. de la Palisse, c'est le contraire de la souveraineté. Et le contraire de la souveraineté, ça veut dire de savoir tout repenser, non plus en fonction de son précaré, mais par rapport à un paramètre global. Enfin, dernier élément, la mondialisation, c'est la mobilité, liée à l'essor de la communication, liée à l'essor des transports, liée à la mondialisation des imaginaires. Maintenant, effectivement, nous sommes passés d'un temps de la territorialité. N'oubliez jamais que État a la même racine que statisme, renvoie au territoire, à la frontière, alors que la mondialisation renvoie à la mobilité. Ce qui veut dire une chose très claire, ça veut dire que le migrant est l'avenir du monde. C'est-à-dire que nous allons peu à peu vers un monde où la migration sera de plus en plus banale, mais sera de plus en plus positivée. Au passage de la millénie, je devenais correspondant en Californie pour la Repubblica. Mon premier but, c'était de raconter, de décrire à mes lecteurs la première révolution d'Internet, la toute première. Mais en même temps, j'étais envoyé spécial pour les grands sommets mondiaux, G7, et j'ai commencé à suivre, en étant basé à San Francisco, les délégations gouvernementales américaines qui négociaient l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce. Parmi les dirigeants chinois, il y a une partie, disons l'aile gauche du Parti communiste chinois, qui a exactement la même crainte.
qui pensent qu'en entrant dans l'Organisation mondiale du commerce, ils vont se faire conquérir par les multinationales occidentales, et notamment américaines, japonaises, allemandes, etc. Finalement, ce n'est pas l'aile gauche du Parti communiste qui prévaut. Les dirigeants de la Chine communiste décident d'adhérer à l'Organisation du commerce mondial. La Chine est un pays très pauvre à l'époque, donc, par conséquent, nous, je dis nous, l'Occident, les États-Unis d'abord, mais aussi les Européens, nous concédons aux Chinois des règles qui sont tout à fait favorables. Parce qu'il faut le faire, c'est normal. Il ne serait pas, c'est une économie tellement arriérée, tellement sous-développée qu'elle ne pourrait pas entrer dans un système de commerce à règles égales. Donc nous leur accordons des traitements extrêmement favorables, qui restent en vigueur aujourd'hui. Souvent, on dit que face à la mondialisation, les gens perdent leurs repères, perdent leurs racines, ils ont l'impression d'être dans un monde qui est le même partout, et donc l'identité des différentes communautés s'affaiblit. Est-ce que c'est un élément qu'il faut prendre en compte? Effectivement, ce retour vers un besoin d'identité fort expliquerait aussi le refus aujourd'hui de certaines manifestations de mondialisation, le Brexit, certains populismes, etc. etc. C'est que cette critique de gauche de la mondialisation a évolué non pas vers la négation de la mondialisation, mais vers ce qu'on appelait l'altermondialisme. C'est-à-dire le sentiment très fort qu'on pouvait militer pour un monde qui créerait les conditions de cette bonne mondialisation dont je parlais tout à l'heure. Ça veut dire quoi? On en connaît les lignes. C'est la solidarité. Et effectivement, la solidarité, c'est le partage. Et le partage, c'est effectivement, pour ceux qui étaient privilégiés les siècles précédents, être un petit peu moins dans les siècles qui viennent, c'est la régulation. C'est-à-dire, il y a un grand combat à mener pour institutionnaliser cette mondialisation. La mondialisation est injuste tant qu'on laisse les acteurs faire ce qu'ils veulent, les multinationales, ce que l'on appelle aujourd'hui les tyrannies privées, qui imposent leurs règles. Ben oui, mais justement, si on avait un système institutionnel international fort, le tyran privé ne pourrait pas imposer ses règles. Donc il y a eu toute cette éclosion d'une pensée altermondialiste qui a été un moment fort dans la pensée de gauche. Bon, maintenant, on a du mal à retrouver la gauche, on ne sait pas si elle est passée. Si vous l'avez rencontrée, dites-moi, moi ça me soulagerait. Et du coup, effectivement, cette pensée altermondialiste, elle est en train de se dissoudre. Mais ce qui est intéressant, c'est que monte une mondialisation, alors j'ose pas dire de droite, mais une mondialisation néo-nationaliste, une mondialisation souverainiste, qui combat l'idée d'identité, l'idée d'altérité, excusez-moi, pour lui substituer l'idée d'identité. C'est-à-dire qui essaye même de retrouver dans les paramètres naturels, dits naturels de l'identité, c'est-à-dire l'ethnie, c'est-à-dire la religion, c'est-à-dire éventuellement la langue, etc., ce qui fait notre différence d'avec l'autre et auquel il faut empêcher l'autre d'accéder. C'est-à-dire que nous sommes en train d'assister au renversement du nationalisme. Le nationalisme au XIXe siècle, nos amis italiens le savent bien, c'est un nationalisme conquérant, c'est un nationalisme de conquête de droits nouveaux, c'est un nationalisme d'émancipation. Le nationalisme aujourd'hui, c'est devenu un nationalisme de clôture, de privation de droits. C'est un nationalisme qui conduit ceux qui le promeuvent à s'enfermer chez eux, à fermer les portes, les fenêtres, les volets, les verrous et tout ce qui s'ensuit. C'est donc c'est pas une critique de la mondialisation, c'est un rejet de ce qu'implique la mondialisation, c'est-à-dire cette politique d'ouverture. Tu penses que la mondialisation elle est irréversible, comme dirait Badi, ou non? Et alors, comment faire en sorte que cette mondialisation ne soit pas perçue de façon négative comme elle est perçue depuis un moment, au moins ici en Europe? Peut-être qu'effectivement la perception de la Chine elle est différente. Le thème, à mon avis, fondamental, c'est la question fiscale, tax avoidance, l'illusion, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne traduction en français, le fait que nous avons pendant des décennies pratiqué une concurrence
mortel entre les États pour attirer les investissements des multinationales en leur offrant des exonérations d'impôts qui sont scandaleuses. Le fait qu'une multinationale a pu décider, comme Apple, d'avoir son siège en Irlande pour payer quasiment 0 impôt sur les profits. Le fait qu'à l'intérieur même de l'Union européenne, nous avons consenti cette concurrence fiscale entre les États avec le Grand-Duché du Luxembourg qui a attiré des multinationales de tous les pays voisins. Ce n'est pas une question technique, c'est un appauvrissement de toutes nos communautés de citoyens par les entreprises les plus riches de la planète qui ont ce privilège féodal de ne pas payer d'impôts. Les classes moyennes sont étranglées d'impôts. Les multinationales les plus riches qui cotent à Wall Street des centaines et des centaines de milliards ont un privilège féodal. Je crois que c'est l'un des aspects les plus injustes des règles du jeu de cette mondialisation. Cette réforme, cette initiative fiscale tellement nécessaire ne suffira pas. C'est-à-dire que, je reprends ce qu'on disait au début, nous sommes encore avec un droit international qui remonte à Grotius, XVIIe siècle. C'est-à-dire que le droit international n'a pas du tout intégré les paramètres de la mondialisation. Il faut établir des institutions qui contrôlent la gestion de ces biens communs de l'humanité. La mondialisation, mesdames et messieurs, c'est ça aujourd'hui. C'est-à-dire des normes biens communs, des biens communs environnementaux, mais aussi des biens communs alimentaires, mais aussi des biens communs sanitaires, qui, en quelque sorte, déterminent la survie de l'humanité et qui doivent être gérés institutionnellement. Les États, ils sont de moins en moins favorables à céder des parties de leur pouvoir à des instances supranationales. Au contraire, on revient plutôt en arrière. Ce sont ces entrepreneurs populistes de la mondialisation. Quand M. Trump, là, je me permets d'être en désaccord, cet homme est une catastrophe pour l'humanité. Le geste, d'ailleurs plus symbolique que réel, de sortie de la COP21 est un geste criminel. Qui met toute l'humanité en danger. Il ne faut quand même pas l'oublier. Le grand credo, c'est America First. America First. Oui, mais non, ce n'est plus ça la mondialisation. Vous ne pouvez plus être first. La mondialisation, c'est des biens communs de l'humanité qu'il faut savoir gérer ensemble et qu'il faut remettre entre les mains du multilatéralisme. Maintenant, il y a des forces réactionnaires qui s'y opposent. Eh bien, vous allez voir ce que ça va coûter collectivement.